Bonjour à tous et bienvenue sur ce troisième entretien de Franche Discussion. Aujourd'hui, Charles-Henri Gallois nous reçoit, donc merci Charles-Henri de nous recevoir chez toi. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos spectateurs ? Merci Raphaël. Alors je suis Charles-Henri Gallois, j'ai 36 ans. Je suis le président de Reprends le contrôle, un mouvement souverainiste qui a été assez jeune, qui a été lancé en 2020. Et j'ai été par ailleurs candidat pour le Rassemblement national lors des dernières élections législatives de 2024, investi par le RN, même si effectivement j'ai mon propre mouvement, dans la première circonscription de la Nièvre. J'ai également écrit sur différents sujets, 2 ouvrages, le premier étant Les illusions économiques de l'Union européenne et le second étant Énergie et immigration, enfin nos grands défis du XXIe siècle, énergie et immigration, avec justement Reprenons le contrôle, parce que, et je pense qu'on va certainement en discuter dans les enjeux actuels de la France, on voit que ce sont des questions qui sont prégnantes. Alors la question de l'immigration revient au fur et à mesure au devant du débat public, du fait de différents faits divers ou même de chiffres comme les derniers chiffres officiels de l'immigration en 2023. Et en revanche, ce qui est sur la bouche de tous les Français et ce qui est au cœur des discussions lors de l'Assemblée nationale, c'est évidemment la question économique qui est intrinsèquement liée à la question énergétique. Exactement. Dans cette première partie un peu plus d'actualité durable, on va justement plutôt parler de ce sujet économique et financier. Il y a quelques jours, puisque tu as beaucoup travaillé dessus, notamment dans ton premier livre, il y a quelques jours, on a appris que la France, depuis peu, empruntait à des taux supérieurs à ceux de la Grèce. Qu'est-ce que tu en penses de cette actualité ? Alors effectivement, c'était il y a quelques jours, mais en réalité, il y a depuis même quelques mois, la France empruntait déjà un taux supérieur de la Grèce pour ce qui était des obligations à 5 ans. Maintenant, c'est le cas pour les obligations dites de référence qui sont à 10 ans, où on est passé à des taux supérieurs à ceux de la Grèce. Donc c'est évidemment dans la sphère financière une sorte de tremblement de terre. Mais il faut rappeler que c'est la suite d'une longue dégradation parce que la France empruntait d'ores et déjà à des taux supérieurs à ceux de l'Espagne, à ceux de la Grèce ou même de la Slovénie. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui est profondément inhabituel dans les standards financiers. Ça marque en réalité, ça concrétise malheureusement la dégradation des finances publiques françaises. On voit que les agences de notation et la dernière en date, Standard & Poor's, a une vision beaucoup plus politique en fait, mais c'est ce que j'allais dire. Dégrader la dette de la France. Les marchés anticipent en fait les changements de notation. On voit que les agences de notation finalement aujourd'hui suivent plutôt les marchés plutôt qu'elles les dirigent. Je dirais même qu'elles sont dépassées parce qu'en fait la note de la France concrètement elle a été dégradée par les marchés, par les taux d'emprunt en fait de la France. Et en fait les agences de notation font de la politique et essayent de donner une chance en fait à la Macronie, au gouvernement Barnier à chaque fois, en disant, et le pire étant Fitch sur le dernier rapport, qui expliquait que si on utilisait la méthode traditionnelle en fait d'évaluation de la dette française, celle-ci aurait dû être dégradée. Mais ils expliquaient qu'ils ne l'ont pas fait parce que en réalité, ils avaient espoir que la situation serait temporaire. Mais quand on regarde les données macroéconomiques de la France ou les données des finances publiques de la France, c'est vraiment se mettre le doigt dans l'œil de penser que cette situation va être malheureusement temporaire. C'est ce que j'allais dire. Tu penses que cette non-dégradation des notes des agences de notation, elle est due à une sorte de sympathie qu'il y a envers la Macronie ou une sorte de confiance ? Parce que cette forme de confiance, on ne la comprend pas, nous. Quand on voit effectivement les données, tu avais fait un petit tableau récapitulatif des données financières sur les réseaux sociaux. Je vous invite à essayer de le rechercher. On voit notamment les chiffres du déficit public. Aujourd'hui, on a un déficit public à 6% du PIB. Concrètement, c'est moins 160 milliards d'euros. Même l'année dernière, c'était déjà 5,5%, 150 milliards d'euros. Donc, c'est-à-dire qu'on a besoin chaque année d'emprunter 150 à 160 milliards. Et ça, c'est sans compter le roulement de la dette. Le roulement de la dette. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on est obligé d'emprunter pour rembourser les intérêts de la dette qu'on a. Et je crois, alors que le déficit public, c'est 160 milliards. Et si on prend en compte le roulement de la dette, on arrive à 280 milliards ou quelque chose comme ça. À emprunter sur l'année, ce qui est énorme, ce qui est d'autant plus énorme quand vous êtes en situation de taux d'emprunt de stock de dette qui augmente et de taux d'intérêt qui augmente. Pourquoi ? Parce que les intérêts de la dette à l'heure actuelle sont de l'ordre de 50 milliards, mais si vous continuez sur la même trajectoire avec des taux supérieurs à 3%, au fur et à mesure en fait, que vous roulez votre dette, c'est-à-dire que l'intégralité de votre stock de dette, en l'occurrence les 3200 milliards, vont finir par être à 3%, ce qui n'est pas le cas puisque, rappelez-vous, en 2020, on empruntait à quasiment 0% à des taux nuls, voire négatifs. Eh bien, en fait, à partir du moment où ça sera effectif, ou même en 2027, les 50 milliards
vont passer à plus de 70 milliards d'euros. Donc vous imaginez, quand on voit le gouvernement Barnier qui est incapable de faire la moindre baisse des dépenses publiques, de faire la moindre économie, ça veut dire que mathématiquement, à horizon 2027, c'est-à-dire demain, dans 3 ans, il va falloir faire 20 milliards d'euros d'économie en plus pour garder le même déficit qui est déjà tragique. Donc on voit bien que la France est entrée malheureusement dans une sorte de trappe à dette. Et je ne crois pas, si on prend le budget initial de Michel Barnier, qu'il soit de nature à inverser la tendance, parce qu'il y a beaucoup de communication en réalité sur ce budget, parce que Michel Barnier nous expliquait qu'il avait fait 60 milliards d'euros d'efforts budgétaires qui se répartissaient, soi-disant, entre 2 tiers de baisse des dépenses et 1 tiers de hausse des recettes. Sauf que c'est complètement bidon quand on regarde la réalité des chiffres. Bah, de toute façon, les différents rapports qui ont eu lieu, alors il me semblait que c'était de la Cour des comptes, mais on dit que c'était l'inverse. Alors le Conseil des finances publiques nous expliquait que c'était finalement 1 tiers de baisse des dépenses publiques et 2 tiers de hausse des recettes. Mais en fait, c'est même pas ça quand on regarde. Parce que quels sont à chaque fois que dit le gouvernement ou que dit même ce Haut Conseil des finances publiques, c'est qu'ils estiment en fait une baisse des dépenses publiques, pas sur la baisse des dépenses publiques en valeur absolue, c'est-à-dire vous avez dépensé 100, demain vous dépensez 95. C'est une baisse par rapport à la hausse prévue. Par rapport à la hausse, enfin par rapport à la tendance qui aurait lieu si on n'avait rien fait, on a baissé de temps. Mais en réalité, non. C'est-à-dire qu'on prévoit de toujours augmenter les dépenses publiques parce que c'est ce qui a eu lieu pendant de nombreuses années. Et on dit, eh bien, par rapport à ce qu'on avait prévu d'augmenter, on va descendre de temps. Mais concrètement, on a quand même une hausse des dépenses publiques. La réalité, c'est quoi? Effectivement, en volume, c'est-à-dire enlever de l'inflation, les dépenses publiques continuent à augmenter, 0,7%. Et en valeur, c'est-à-dire le vrai chiffre facial que vous regardez, ça augmente de plus de 2%. Donc en réalité, le gouvernement ne fait absolument aucun effort sur les dépenses publiques. Il continue à augmenter les dépenses publiques. Et dans le même temps, ils vont nous faire un matraquage fiscal avec une hausse des prélèvements obligatoires de l'ordre de 30 milliards d'euros. Qui ne sont pas durables. Et voilà. Mais ce qu'il faut bien se rendre compte, en fait, pourquoi c'est criminel et pourquoi c'est irresponsable. Je dis que c'est criminel parce qu'en fait, vous sortez d'années avec l'inflation de paupérisation des Français, avec un pouvoir d'achat. Je veux dire, les salaires, que ce soit en 2021, 2022, 2023, n'ont pas augmenté au même rythme que l'inflation. Et encore, c'est l'inflation telle que mesurée par l'INSEE, c'est-à-dire avec un panier moyen, mais si vous êtes parmi les classes populaires ou les classes moyennes... Le panier n'est pas le panier moyen. Le panier n'est pas le panier moyen parce que vous avez un gros poste alimentaire, un gros poste énergie, un gros poste transport. Et donc l'inflation réelle pour ces gens-là est bien supérieure et donc la paupérisation est bien supérieure. C'est-à-dire que plutôt que de dire nous allons faire des efforts et baisser la dépense publique inutile, on peut en chiffrer. Moi, j'ai chiffré, vous prenez le coût de l'immigration, c'est 50 milliards d'euros par an. Vous pouvez prendre les emprunts indexés sur l'inflation, c'est 15 milliards d'euros par an. La contribution à l'Union européenne, c'est 10 milliards d'euros par an. Donc, des dépenses inutiles, on peut en supprimer sans toucher au portefeuille des Français. Mais non, ils ne baissent pas la dépense publique qui est à 57% du PIB en France, mais ils vont augmenter les prélèvements obligatoires et donc baisser encore le pouvoir d'achat de nos compatriotes qui sont déjà dans la souffrance. Donc, c'est profondément irresponsable, c'est dangereux et c'est, je dirais même, une aberration sur le plan économique. On est à des prélèvements obligatoires qui sont à environ 47% du PIB, des dépenses publiques à 57%. Quelqu'un de rationnel, quand on a déjà des records mondiaux de taux de prélèvements obligatoires, se dirait, si on veut baisser le déficit, il faudrait plutôt baisser les dépenses publiques pour ramener ces 57% vers les 47% de prélèvements obligatoires, plutôt que d'augmenter encore les prélèvements obligatoires. Malheureusement, ce qu'ils font, c'est qu'ils augmentent les prélèvements obligatoires et donc ils font un matraquage fiscal. C'est une hausse de taxes et impôts. Alors, il y en avait plusieurs, il y a des revirements, ils voulaient mettre les taxes sur l'électricité, finalement, peut-être qu'il ne le fera pas. On a des taxes partout sur les droits de mutation. En fait, contrairement à ce qu'il dit, ce n'est pas les taxes qui vont toucher les plus riches, c'est les taxes et impôts qui vont toucher une majorité de Français. Le problème, c'est que les dépenses qui sont prévues pour faire des coupes budgétaires, il y a des coupes budgétaires à faire au niveau de l'État, au niveau des associations de sécurité sociale, au niveau des collectivités territoriales. En termes de masse financière, je crois que c'est 400 milliards d'euros de dépenses pour l'État, 600 milliards pour la sécurité sociale et 280, il me semble, pour les collectivités territoriales. Mais à chaque fois qu'il y a une volonté de couper dans tel ou tel budget, il y a une surmobilisation parce que ces dépenses ont été considérées en France comme des droits acquis. Et à partir de là, il est très difficile de faire des coupes dessus. Bien sûr qu'il y a des coupes qui peuvent être faites. Dans la contribution à l'Union européenne, il y avait un amendement qui était passé pour le réduire à 5 milliards. Alors, c'était en commission des finances qui était passé? Il était passé à l'Assemblée, mais le budget après a été rejeté. Mais l'amendement du RN avait été adopté pour baisser la contribution de la France à l'Union européenne de près de 5 milliards d'euros. Mais il y a bien sûr, mais il y a des totems. Et ces totems, notamment l'Union européenne, est intouchable. Le coût de l'immigration, les 50 milliards, concrètement, sur quoi est-ce que tu verrais une baisse de la dépense publique sur l'immigration? Il y a les médicales d'État, mais pas que, parce qu'en fait, c'est relativement faible. Une immigration massive amène forcément
des coûts supplémentaires en termes de services publics, parce que qui dit plus de monde, ça veut dire vous devez construire des écoles, vous devez construire potentiellement des logements sociaux, donc c'est une pression sur les services publics d'une manière générale, et tout ceci, ça a un coût. C'est ce que chiffre finalement ce rapport, qui est un rapport d'ailleurs des contribuables associés, qui estimait le coût de l'immigration à 54 milliards d'euros. Mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, quand vous faites 32 milliards d'euros de subventions à des associations, notamment certaines associations qui font un travail contre les intérêts de l'État, et un travail quasiment illégal, quand c'est de défendre des illégaux et autres. Ça passe subventions, effectivement, qui viennent de l'État, mais aussi des collectivités. Bien sûr, les mairies, il faut savoir. Tu prenais l'exemple de la mairie de Paris, qui avait fait une subvention à SOS Méditerranée à hauteur de 100 000 euros, par exemple. La mairie de Marseille font la même chose. SOS Méditerranée, je veux dire, le fait de sauver des migrants de la noyade, c'est évidemment humaniste, c'est très bien, et ça, il faut le souhaiter, mais le problème, c'est qu'SOS Méditerranée ne sauve pas les migrants des noyades, ou ne font pas que ça. C'est-à-dire que plutôt que d'appliquer le droit de la mer, c'est-à-dire normalement de les ramener aux proches, de les sauver, de les soigner le cas échéant, et de les ramener sur la côte la plus proche. Donc souvent, c'est comme ils vont au bord des côtes de départ, de les ramener dans le port d'origine. Ils les amènent en fait en Europe. Donc, ils servent quelque part de taxi des migrants, ils amènent des immigrés illégaux. Donc quelque part, c'est des associations qui servent à violer la loi. Et donc dans un pays normalement qui se respecte, avec un minimum d'autorité, on couperait en fait ces subventions-là. Et donc évidemment qu'il y a certains totems, mais il faut, au bout d'un moment, surtout quand on voit l'état dramatique et tragique des finances publiques françaises, faire preuve de courage politique. Et quand on voit le budget proposé par Michel Barnier, on voit on est très loin de tout ça. Mais bon, 160 milliards de déficit public, concrètement, comment est-ce qu'on enlève 160 milliards de la dépense publique? Alors, il faut savoir, on n'est pas à zéro depuis 1974. Donc, déjà, si vous pouvez le ramener... j'avais pas 74 en tête, j'avais 77. Mais bon, je crois que c'est dans les mêmes années. Si on pouvait le ramener à quelques dizaines de milliards d'euros, ça serait déjà mieux que 160 milliards d'euros. Ce serait soutenable. Ce serait soutenable, et on pourrait avoir, compte tenu des 50 milliards d'euros d'intérêt de la dette, ce qu'on appelle un excédent primaire, c'est-à-dire un excédent budgétaire avant la charge d'intérêt de la dette, ce qui serait très bien. C'est ce que font, par exemple, ce que fait un pays, par exemple, comme l'Italie, et dont la France, pour le moment, est incapable. Donc, tous les coûts que je vous ai chiffrés, on pourrait parler aussi du coût des cofinancements hors budget de l'Union européenne, notamment, d'ailleurs, le coût de la guerre en Ukraine, qui a déjà coûté près de 16 milliards d'euros pour le contribuable français, seulement pour ce qui est de la part à travers l'Union européenne. On pourrait parler également de tout ce qui est coût d'application des normes de l'Union européenne, dont on commence un petit peu à parler en matière agricole avec la révolte des agriculteurs, mais tout ceci, ça a un coût. Alors quand c'est les agriculteurs, c'est un coût du privé, mais il faut savoir que sur les 40 milliards d'euros de coûts induits d'application des normes de l'Union européenne, il y en a une bonne dizaine de milliards pour les administrations et entreprises publiques. Donc ça aussi, ce serait des économies sur les dépenses publiques, en fait, si on n'appliquait pas les normes délirantes de l'Union européenne. Et en fait, on se retrouve face à, en plus, une situation complètement dingue. Quand vous allez voir les États-Unis de Trump qui, eux, vont tailler dans la norme. La dépense publique, bien sûr. Exactement. C'est les annonces avec la prise de fonction d'Elon Musk alors, je ne sais plus comment ça s'appelle son truc. Mais le DOGE. Ouais, c'est ça, Government Efficiency. Voilà, l'efficacité gouvernementale. De la coupe, comme il a fait. On voit en tout cas des ambitions très fortes du côté des Américains, qui vont en plus bénéficier d'un coût de l'énergie bon marché, plus potentiellement de barrières douanières. Donc il va y avoir une ultra compétitivité américaine. Et on voit la France qui est incapable de faire la moindre économie. Mais justement, concrètement, est-ce qu'il faut faire des coupes dans la fonction publique, selon toi, en France, État ou territorial? Je reprends encore un rapport qu'il y avait de la Cour des comptes de août ou septembre qui proposait une suppression de 100 000 postes au sein de la fonction publique territoriale, en disant qu'il y avait des surcoûts, qu'il y avait une augmentation continue du nombre de fonctionnaires territoriaux, notamment dans les communes, alors qu'elles n'avaient pas plus de compétences qu'auparavant. Le nombre de fonctionnaires a plus augmenté que la croissance de la population française, donc ça montre quand même qu'il y a un problème. Et il y a notamment un problème du fait de la suradministration et du millefeuille administratif français. Entre les différentes collectivités, les intercommunalités, l'État et l'État déconcentré, c'est vrai qu'on ne s'y retrouve pas. Personne s'y retrouve. Vous pouvez économiser près de 6 milliards d'euros là-dessus. Oui. Et il faut bien savoir qu'avant, on avait un État qui fonctionnait très bien avec le triptyque État, département, commune. Et maintenant, on a ajouté au-dessus l'Union européenne qui coûte un pognon de dingue. Vous avez ajouté les régions, alors qu'avant, les régions existaient, mais comme des simples établissements de coordination entre les départements. Donc, il n'y avait quasiment pas de fonctionnaires, il y avait très peu de personnes là-dedans et ça coûtait peu cher.
Et maintenant, on rajoute les intercommunalités, métropoles, etc. Donc, en fait, vous ajoutez à chaque fois des postes, vous ajoutez des élus, vous ajoutez des fonctionnaires, des élus avec un chauffeur, les intercommunalités, les inventaires, donc ça coûte beaucoup d'argent. Oui. Effectivement, vous rajoutez comme ça des fonctionnaires et une sorte, quelque part, en plus, comme autant la commune, c'est très proche du citoyen, le maire est très proche du citoyen. Quand vous ajoutez à des échelons un petit peu intermédiaires, mais c'est la même chose au niveau de l'Union européenne, vous avez très facilement des phénomènes de copinage et autres qui fait que vous allez avoir des emplois qui sont plus ou moins utiles. Enfin, quand vous voyez le nombre de fonctionnaires à la mairie de Paris et que vous comparez par rapport à d'autres grandes métropoles. Alors même, j'ai vu quelque chose sur la mairie de Paris, j'ai vu qu'il y avait... Vous voyez qu'il y a certainement des économies à faire et une gestion qui pourrait être plus rationnelle, surtout compte tenu du matraquage fiscal qui a eu lieu aussi à Paris en termes de taxes foncières, ou également, quand on voit la dette de Paris, je pense qu'il pourrait commencer à faire un examen de conscience et peut-être à commencer à regarder... J'ai vu qu'à la mairie de Paris, il y avait 30 directions ou 32 directions et 50 directeurs. Voilà, pour le... c'est une armée mexicaine. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, pour la mairie de Paris, ça vaut pour effectivement beaucoup de communes aujourd'hui qui sont extrêmement mal gérées. Il y a des économies à faire au niveau aussi de la sécurité sociale. En fait, je pense que, de manière générale, le problème de la situation financière de la France, c'est que pour baisser le déficit public, effectivement, on a deux leviers, soit on baisse la dépense, soit on monte les recettes. Aujourd'hui, ils choisissent de monter les recettes, encore et encore, alors qu'on est déjà parmi les champions du monde en la matière. Mais je pense qu'il y a un gros problème, c'est que les gens ne comprennent pas et ne voient pas où vont leur argent, parce que les services publics, la qualité des services publics est sans cesse dégradée. Les gens ont l'impression, effectivement, ça c'est un vrai point, les gens ont l'impression, et à juste titre, d'être de plus en plus matraqués fiscalement, de payer de plus en plus et de voir mais sur tous les en plans. parallèle des services qui se dégradent. Donc ça montre bien qu'il y a un problème d'efficacité. Enfin, je veux dire, rappelez-vous des élections européennes et législatives où vous voyez à chaque fois la Macronie qui se moquait de Jordan Bardella quand il expliquait qu'il fallait faire un audit des dépenses publiques. Bien sûr, en disant que c'était déjà le cas et que ça existait déjà. Michel Barnier, quand il est arrivé, bon, visiblement, il n'a pas tiré les conséquences, mais il a dit qu'il fallait faire justement un audit et qu'il se retrouvait. Il n'a pas utilisé le terme de François Fillon d'un État en faillite, mais c'était tout comme. Il se retrouve. Et donc, on voit bien qu'il y a évidemment des économies à faire. De toute façon, même parfois, certaines préconisations de la Cour des comptes ne sont pas mises non plus en œuvre. Ah bah très peu même. Mais voilà, je pense qu'au-delà de la Cour des comptes qui est assez politisée, comme beaucoup d'organes français, comme le Conseil constitutionnel, comme le Conseil d'État, je pense qu'un audit indépendant des dépenses de l'État, et pas que de l'État, d'ailleurs des collectivités territoriales et autres, pourrait amener à une rationalisation des dépenses publiques sans dégrader le service pour les Français. Parce que, par exemple, quand on voit le gouvernement qui propose des mesures aussi scandaleuses que dérembourser les consultations médicales, une partie des consultations médicales, quand dans le même temps, ils proposaient d'augmenter le budget de l'AME, enfin, on est sur une sorte de préférence étrangère qui peut interroger les Français. Mais le problème, c'est quand on voit ça, c'est qu'on est sur on doit faire des économies d'échelle qui sont extrêmement importantes et on a l'impression qu'ils cherchent à sauver les meubles en faisant des petites économies sur le dos du contribuable sur à peu près tout, quoi. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire, on paye une première fois les services publics avec les impôts et avec les taxes, on doit les payer une deuxième fois avec une tarification spéciale. Ça vaut pour les transports, ça vaut effectivement pour l'assurance maladie, et c'est ça qui est absolument scandaleux. On est censé avoir une réforme générale et structurelle, et on a des réformes au petit doigt, et quand en face, on a des gouvernements comme celui de Michel Barnier qui disent qu'enfin, ils vont prendre le sujet à bras-le-corps, et qu'en fait, on est toujours sur de l'économie de la petite mesure, et c'est purement insupportable. Mais en fait, c'est surtout, effectivement, c'est des petits coups de rabot par-ci par-là, c'est surtout un matraquage fiscal, et globalement, ce n'est pas au niveau. Je veux dire, quand on regarde le panorama politique français, vous aviez la Macronie qui ne cesse de donner des leçons de bonne gestion à tout le monde. Il faut quand même rappeler un peu leur bilan. Alors, je ne vais pas faire le bilan en entier, j'ai fait ce tableau, je crois, sur les réseaux sociaux qui est assez parlant, mais vous prenez ne serait-ce que la dette publique, la Macronie, en 7 ans, a fait 950 milliards d'euros de dette publique. Il faut se rappeler que la totalité de la dette publique en 2002, c'était 950 milliards. Donc, c'est-à-dire que ces génies, notamment le génie Bruno Le Maire, en 7 ans, ils ont fait autant de dette publique que ce qu'il avait fallu auparavant en 53 ans. Donc, c'est-à-dire que les macronistes sont entièrement disqualifiés pour donner à qui que ce soit des leçons de bonne gestion. Derrière, vous regardez les amendements à ce que proposait le nouveau Fonds populaire. C'était pas 30 milliards. C'est la clownerie absolue. C'était 60 milliards. Ouais. Donc, c'est encore plus de matraquage fiscal. Et en fait, le seul parti, qu'on le veuille ou non, qui proposait de baisser la dépense publique, de ne pas augmenter les prélèvements obligatoires, mais tout en faisant des réajustements de justice fiscale à l'intérieur de l'enveloppe de prélèvements obligatoires, c'était le Rassemblement national. Et je pense que les Français, compte tenu du budget catastrophique qui est proposé,
sauront très certainement s'en rappeler, parce que quand on parle de bonne gestion, les seuls qui proposaient une trajectoire des finances publiques rationnelle, cohérente pour les Français, c'est-à-dire de baisse de la dépense publique, inutile, parce qu'il y a effectivement la dépense publique qui est utile, bien sûr. Il ne faut pas non plus bien faire sûr. des caricatures, mais je pense que le seul mouvement qui le faisait, c'est le Rassemblement national, et on voit quelque part, quand la Macronie ou d'autres partis essayent de disqualifier le Rassemblement national sur la compétence ou sur la bonne gestion, ils ont qu'à regarder leur bilan et leurs propositions budgétaires. Et je pense que le Rassemblement national n'a pas à baisser les yeux. Bien sûr. On ne peut pas en dire autant de leur cas. Mais ce qui est certain, c'est que le procès en incompétence va avoir un petit peu moins de succès désormais, puisqu'on sait qu'en face, il y a des incompétents. Alors, pour conclure cette première partie, je te demanderai simplement comment est-ce que tu vois les prochaines années au niveau des finances publiques, au niveau de la crise financière, parce que même si miraclement demain, on fait les bonnes décisions en matière de réduction des dépenses, on arrive quand même sur un certain nombre d'années qui vont être assez difficiles pour la France. Comment est-ce que tu vois les choses? Malheureusement, il y a effectivement ces deux aspects. Il y a les finances publiques qui sont dans un état catastrophique, donc c'est l'héritage macroniste, mais il y a aussi le bilan macroéconomique, où là aussi la Macron a une responsabilité. Mais je veux venir là-dessus sur l'énergie. Il y a des grandes choses qui sont passées dans le monde ces dernières semaines, notamment l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Et ce que vous voyez, en fait, c'est que l'Europe va cumuler absolument tous les boulets, tous les défauts possibles au niveau industriel. Et l'industrie, c'est le cœur de l'économie. Normalement, c'est le cœur même de l'emploi, parce que pour un emploi industriel, vous avez 3 à 4 emplois de service qui sont liés. Et on le voit avec les chiffres catastrophiques de destruction d'emplois en Allemagne et pas seulement en France. Vous avez vu Valeo, Michelin, tout un tas d'entreprises industrielles qui annoncent des fermetures de postes. Pourquoi? Il faut savoir que dans certaines industries, et notamment dans les industries les plus lourdes, le coût de l'énergie, c'est parfois 60% du coût de revient. Or, quand vous avez, notamment depuis les sanctions vis-à-vis de la Russie au niveau du gaz, un prix du gaz aux États-Unis qui est 6 fois inférieur à celui de la France et un gaz chinois qui est 2 fois inférieur, un prix du gaz chinois qui est 2 fois inférieur à celui de l'Europe, il n'y a pas besoin d'être un grand clerc pour se dire qu'un chef d'entreprise, que ce soit pour investir, va décider d'investir plutôt aux États-Unis, en particulier les États-Unis de Trump, et j'y reviendrai, plutôt qu'en Europe. Donc, c'est-à-dire que non seulement on peut investir, mais vous allez avoir des délocalisations, et c'est ce qui se passe de l'Europe vers les États-Unis. Et vous avez en plus la même chose sur l'électricité. Vous avez un prix de l'électricité en Europe qui est globalement 2 fois supérieur à celui des États-Unis, ce qui est d'autant plus aberrant dans le cas de la France que la France, grâce à son parc nucléaire, a normalement l'énergie électrique la moins chère au monde, mais du fait des méthodes de mode de calcul des prix du marché de l'électricité de l'Union européenne, on en reparlera notamment dans la deuxième partie par les Allemands, eh bien en fait on souffre de ça, alors que sur l'électricité on devrait s'en sortir de manière phénoménale en France, et donc on cumule tous ces handicaps-là, et en face de ça vous avez Trump qui va mettre habilement des barrières douanières pour rééquilibrer les échanges commerciaux, qui va à la fois tailler dans les normes, tailler dans la dépense publique, et qui va bénéficier de ce coût d'énergie au rabais. Moi je pense qu'il va y avoir une grande vague de relocalisation industrielle aux États-Unis, et il va y avoir un boom économique des États-Unis sous Trump, alors qu'en Europe, avec nos dirigeants assez médiocres, et en particulier les macronistes en France qui ont pris les mauvaises décisions sur à peu près tous les sujets sur ces dernières années, on va souffrir malheureusement de ces décisions. Bien, merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette première partie de notre entretien. On va se retrouver dans la deuxième partie où on va notamment approfondir le sujet de l'énergie et de en quoi l'Union européenne est un boulet industriel pour la France. Et je vous souhaite donc une bonne journée et à très bientôt.